Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et on va parler un petit peu du G9 II, donc ça commence à être une habitude. Je vais aller sur les caractères techniques du boîtier, ce qu'il va avoir d'intéressant et ce que je pense du boîtier. Donc voilà, si ça vous intéresse pas, je n'ai pas le boîtier entre les mains, donc allez voir ailleurs. Mais si vous êtes intéressé pour avoir mon avis là-dessus, eh ben, on va déjà commencer en disant que, alors le boîtier, il va être vraiment très intéressant pour quelque chose. C'est que, en gros, ça va être un GH6. Donc, j'espère qu'il y aura un GH7 qui sera encore mieux que ce que fait le G9 II. Mais en gros, c'est un GH6 avec certaines choses en moins, mais surtout l'autofocus de phase. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont pris le boîtier du S5 Mark II. Et donc il a pratiquement toutes les capacités, voire toutes les capacités du S5 Mark II X. Je crois qu'il a même absolument tout. C'est juste certaines choses, je crois, du GH6 qui ne sont pas présentes dans le boîtier. Et voilà, donc on va aller voir ça. Le premier problème que je vais avoir avec ça, c'est que le boîtier est vraiment très très intéressant. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui d'acheter un GH6 puisque c'est pratiquement le même prix. Mais du coup, le prix il pique un peu, hein, c'est 1900 €. Donc on n'est pas très loin du S5 Mark II hein, au final, alors qu'on n'a pas le capteur plein format. Donc en vidéo, ce sera un petit peu à relativiser, bien que, bien évidemment, au-delà d'un certain ISO, ce sera assez compliqué. Mais c'est surtout en photo où on verra beaucoup plus la différence, hein, parce que bah, on n'évolue pas avec le même nombre de pixels ou surtout le même ISO, alors que tout est un peu uniformisé lorsqu'on fait de la vidéo. Certes, la qualité moins bonne se verra, mais il n'y a pas autant de disparité puisque la façon dont vous aurez de regarder les vidéos est à peu près la même, donc si c'est bien filmé, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. C'est surtout si vous voulez un appareil photo hybride, ce sera un petit peu compliqué de ce côté-là. Et du coup, on va directement aller, donc voilà, 1900 €, et si vous voulez les kits, je crois qu'ils sont disponibles ici. Voilà, on va avoir avec une bonne optique, donc le 12-60 de 8.4. 2500 € avec une optique un petit peu plus entrée de gamme, donc l'optique de kit, on sera à 2099 €. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous, mais je trouve que à côté du plein format, c'est pas forcément très intéressant. Après, voilà, vous allez vous dire, oui, bah, t'as dit que c'était pas si loin du S5 II, mais c'est vrai que c'est à relativiser parce que les optiques pour le micro 4 tiers sont quand même beaucoup moins chères. Il y a quand même beaucoup plus de choses qui s'adaptent facilement dessus que du plein format. On peut bien évidemment mettre des vieilles optiques APS-C plein format, donc plein d'optiques cinéma qui iront dessus. Donc voilà, mais voilà, je trouve que c'est surtout un outil qui serait intéressant pour la vidéo, donc on va voir toutes les caractéristiques techniques du boîtier, voir vraiment ce qu'il va avoir de très intéressant. Donc déjà, en nombre de mégapixels, c'est plus élevé que le S5 Mark II, mais comme je vous l'ai dit, voilà, la qualité sera forcément moins bonne, que ce soit en termes de, de dynamique ou de montée en ISO. Et puis voilà. Hop, donc que j'aille directement sur les caractéristiques. Ce que j'ai pas fait avant, j'aurais dû faire ça direct. Hop. Voilà, on a bien évidemment le Vlog complet. Hop. Et le boîtier du S5 Mark II, à l'exception du fait qu'il n'ait pas de ventilateur celui-là. Donc pour le prix, ils auraient pu quand même mettre ça. En gros, la grosse différence qu'on aura avec le GH6, c'est le nouveau processeur et le capteur qui sera le même, mais avec un autofocus de phase. Tac. Et voilà, donc on va faire afficher toutes les caractéristiques. Donc c'est bien évidemment un micro 4 tiers, donc on sera sur un ratio qui est différent du plein format. Le plein format c'est usuellement 3000, on sera sur du 4 tiers, donc suivant ce que vous aimez, ça peut être intéressant ou pas. C'est une autre façon de cadrer, donc moi je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est ce que j'ai sur mon Mavic 3 notamment, et ça marche plutôt bien, mais ça reste quand même assez limité en photo comme je l'ai déjà dit. Donc on va continuer un petit peu. Donc ils disent qu'il y a une latitude de 13 stops en Vlog, ouais, jusque en 60 images par seconde, ou moins.
Et apparemment, ici, il y a directement le boost qui est intégré sans avoir besoin d'augmenter les ISO jusqu'à 2000, ce qu'il fallait faire sur le GH6, donc c'est quelque chose de pas mal. On a nos ratios d'aspect, bien évidemment, lorsque vous sélectionnez un ratio différent du ratio de base, vous allez avoir une diminution dans la définition physique de votre capteur, puisque vous croppez dedans, bien évidemment. Alors, je vais continuer jusque là. Donc voilà, image en mouvement. Donc, on va voir tout ce qu'il y a d'intéressant. Donc on a du MOV, H264, MP4, AVC, de l'H265 aussi, du ProRes bien évidemment, qui, pour si vous ne le savez pas, parce que je suis en train de faire une vidéo sur le MPEG-4, reste de l'MPEG-4 en .mov, donc c'est pour ça qu'il est indiqué dans le MOV, donc voilà, ça reste, comment dire ça, puisque, si vous ne le savez pas, le MPEG-4, c'est une norme de, comment dire ça, c'est une norme, donc c'est de la normalisation vidéo, donc c'est normal qu'on le retrouve à la fois dans le ProRes et dans n'importe quoi d'autre, c'est pour que on regarde tous la même chose, sans avoir de problème au final, comment sur nos télés, sinon on aura un format qui arrive sur une telle télé, sur ça sur une autre, bon, voilà, c'est un peu particulier. Du coup, ce qu'il y a d'intéressant avec le MOV par rapport au MP4 ici qu'on peut voir, c'est que c'est du LPCM, donc pas que le AAC soit un problème, mais il est limité à 16 bits alors que le LPCM c'est du 24 bits jusqu'à 96 kHz, bien évidemment lorsqu'on met le module XLR qui est fourni bien évidemment par Lumix. Bon, il faut l'acheter, il coûte 300 €. Mais voilà, c'est marqué ici le DMW XLR1 E, c'est la version actuelle. Sinon, tous les autres marchands, enfin surtout le 1 normal, qui est souvent vendu d'occasion, je ne sais pas s'il se vend encore neuf. Et puis voilà, donc fréquence système. Donc il faut bien faire attention si vous voulez avoir toutes les vitesses, enfin tous les vitesses de défilement, voilà, vous allez avoir à comment dire ça, aller entre 59,94, 50 et 24, sachant que 50 c'est chez nous, donc ce sera 25 images par seconde et 50 images par seconde. 24 ce sera vraiment pour être en vrai cinéma, donc tout ce qui est relatif à 24, donc 24 et 48 notamment. On va voir s'il y a plus là-dedans, et on aura donc tout ce qui est écran, donc en écran type américain en 59,94 Hz, donc 23,98, 29,97, voilà, tout ce qui est relatif à ça. Donc on aura soit le format en 16 neuvième ou en 4 tiers, ou sinon on aura le format pixel-pixel, donc la définition soit oversamplé ou tout le type de sampling que fait le boîtier, ou sinon ce sera vraiment croppé pour avoir un ratio de 1 pixel sur 1 pixel. Donc voilà, on a tout ce qui est indiqué ici, donc là en HEVC on n'a pas le 60 images par seconde, on va avoir le, vous le voyez très bien de toute façon, le 30 et le 23,98, hop, et il y a voilà, donc ça c'est le complet, donc le 4 tiers, donc ce qui est le comment ça s'appelle l'Open Gate, voilà, qui est bien évidemment différent de ce que fait le S5 Mark II puisqu'on est en 4 tiers, mais on peut avoir toute la définition du capteur qui est 5,8K, puisqu'on est sur un capteur qui, même s'il a plus de pixels comme il est en 4 tiers, eh ben, la définition horizontale est plus faible que sur le S5 Mark II. Donc en fait, en vidéo, on se retrouve au final avec une définition moins élevée lorsqu'on le regarde sur écran, lorsqu'il est normalisé par exemple en 4K ou quoi que ce soit, l'oversampling est plus faible. Voilà. Donc là on est sur du 17 neuvième, 5,7K, donc il prend encore, il crop aussi sur les côtés, donc c'est important à savoir, donc vous n'êtes pas vraiment dans votre micro 4 tiers, vous êtes encore un tout petit peu plus croppé là-dessus. Hop, donc ce qui est marrant c'est qu'il y a une version 4,4K, donc vous pouvez utiliser les deux, c'est ça qui est intéressant sur le micro 4 tiers, c'est que l'anamorphique bénéficie beaucoup plus facilement du 5,8K, contrairement au plein format où des optiques anamorphiques plein format c'est pas forcément ce qui se trouve le plus, mais voilà. Et puis on a un ratio qui est beaucoup plus adapté à l'anamorphique puisque on est en 4 tiers ici, et donc on a donc comme vous le voyez le 59 images par seconde disponible en 300 mégabits par seconde, donc que des compressions en long up ici, donc on est encore en HEVC, donc ça va être tout ce qui est en non, pour l'instant c'est que les MOV, hop, c'est 4K,
HEVC, tata. Et là, on a tous les H264 qui vont être disponibles. Donc, comme sur le S5 Mark II, tout ce qui va être OpenGate ou type anamorphique un peu plus croppé, donc le 4,4K, et ben, ce sera en HEVC. Voilà. Et même aussi tout ce qui est au-dessus de 4K au final. Hop. Donc vous voyez maintenant que quand on est sur du C4K, on va retrouver le 120 images par seconde, qu'on n'a pas bien évidemment sur les pleins formats, et qui est aussi sur le Panasonic GH6. Hop, je crois qu'il va jusqu'à 300 images par seconde, mais apparemment je crois que c'est que en SNQ. Donc là on a le 120 images par seconde en 4K, donc, ce qui est intéressant. Mais lui, il est que en HEVC. Donc à savoir aussi. Alors l'HEVC, hein, c'est vraiment très très intéressant, c'est juste que c'est un peu plus compliqué à l'ordinateur d'encaisser ça facilement, mais en théorie c'est le format du futur, et c'est ce qui fait relativiser aussi l'usage du ProRes, parce que c'est assez qualitatif en termes de compression pour vraiment s'en rapprocher, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très très bien de ce côté-là. Et on a des débits qui sont bien évidemment les mêmes que, parce que voilà, comme Sony ou d'autres fabricants, ils normalisent tous leurs formats et ils les incluent dans leur boîtier. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc on a du 800 mégabits par seconde. Qui va être d'ailleurs, voilà, on a double étoile parce que c'est 2 SD qu'on va avoir sur le G9, ce qui est du coup différent du GH6 puisque lui il a une carte CF Express de type B où ces formats pour aller dessus, donc là il faudra utiliser un SSD externe comme ce qu'on devait faire sur le S5 Mark II avec le firmware qui est payant ou avec le S5 Mark II X que j'ai personnellement. Voilà, donc on a toutes les versions 800 Mbps qui sont avec 2 petites étoiles, et toutes les autres, il faudra forcément une SD V90 pour le faire. Et voilà, et c'est marqué ici. Donc qu'est-ce qu'il dit? Sur un... sont requis sur un USB... Ah ouais, c'est marrant. Donc, comme vous le voyez ici, si vous voulez... avec le 120 images par seconde, pouvoir utiliser le 120 images par seconde, il y a, apparemment la batterie n'est pas adaptée pour ça, donc il va falloir utiliser l'adaptateur secteur, donc c'est ce qui s'utilise avec une demi-batterie, d'ailleurs ils ne le mettent pas dans le truc, il faut le DCC17 plus le AC10, donc le DCC17 c'est une demi-batterie qui se branche directement dans le secteur qui est l'AC10. Et puis voilà, donc pour pouvoir enregistrer sur USB SSD en 120 images par seconde, qui n'est pas obligatoire, hein, puisque vous pouvez le faire assez aisément, normalement sur une SD V60 si je ne me trompe pas, parce que c'est un format qui pourrait être exécuté sur le S5 Mark II si ils avaient bien voulu le faire. Et puis voilà. Donc là on va avoir la même chose pour la version UHD, parce que là on est en vrai 4K, là on est en Ultra HD, donc qui est la version plus élevée du 1080p, voilà, qui est ici. Par contre, eux, contrairement à d'autres comme Fujifilm, ils font pas de version, HD de... Enfin, HD, je sais même pas comment l'appeler, de version, plus oui, Full HD du C4K, ce que fait par exemple Fuji, d'ailleurs, je crois que c'est les seuls. Et voilà, on a ici en FHD, voilà, la possibilité, voilà, d'avoir 240 images par seconde. Donc voilà, c'est plutôt pas mal hein, de ce côté-là, ce qui rejoint ce que fait le GH6. Et là, on sera en 800 mégabits par seconde, donc c'est quelque chose de plutôt costaud et intéressant. Et là, du coup, il faut à la fois le SSD externe et l'adaptateur, DMW AC10. Donc je vais encore une fois faire ce que j'oublie de faire. Hop. Ne pas déranger. Donc voilà, il va falloir faire attention avec ça sur le G9. Il faut à la fois la demi-batterie DCC 17, l'adaptateur AC10, mais en plus il faut l'USB SSD
en plus. Donc c'est assez costaud puisqu'on est sur 800 mégabits par seconde. Est-ce qu'il existe? Donc il existe aussi une version 200 mégabits par seconde. Le problème, voilà, ce que j'ai pas dit, c'est que comme le S5 Mark II X et sûrement le GH6, on a des versions All-Intra. Donc tout ce qui va être par exemple sur le USB SSD, c'est des versions All-Intra. Donc avec toutes les images enregistrées, contrairement au Longop qui enregistre une image toutes les je sais pas combien, ça dépend de la compression et du fabricant tout simplement. Je crois que c'est une toutes les 5. Et puis voilà, donc on a la possibilité de le faire, sauf que bah, là au final c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est à la fois juste en 200 mégabits par seconde et en long GOP, donc en fait la qualité sera assez altérée, donc, mais ça peut le faire. Et on a aussi le 120 images par seconde en 400 mégabits par seconde, ce qui est plutôt pas mal pour de l'HD. Donc à voir si ça suit niveau sampling, ce qui n'est pas forcément, puisque c'est pas souvent de l'oversampling en 1080. Donc il est souvent même conseillé, si vous voulez faire de la HD, de quand même partir de la 4K pour faire votre export, parce que ce sera beaucoup plus qualitatif. Et donc on a tous les formats qui vont. Hop, et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont le 4795 qui est d'ailleurs ici tout le temps, parce que dans d'autres, il n'était pas forcément, il est là aussi, donc c'est assez intéressant au final. Hop, donc on a tout ça, on va avoir aussi les versions 50 Hz, comme je vous l'ai dit, donc 25 ici seulement, puisque on est sur la version 4 tiers, donc le 5,8, 5,7K. Hop, et après on descend, on a exactement la même chose, sauf qu'on aura le 50 et le 25 images par seconde. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ici on n'a que le 50, ce qui me semble un peu bizarre. Ici c'était quoi? 47. Ah oui, on n'a pas de version 2398. Voilà. Donc on va continuer. Je vais parler peut-être un petit peu mieux le micro. Donc on a tout ce qu'on avait avant, c'est juste pour vous montrer un peu ce qui se passe. Je ne suis pas obligé de vous montrer tout ça, puisque c'est exactement la même chose, mais au final avec une fréquence d'image différente. Donc là on arrive à 24, donc voilà, on est, au lieu d'avoir 47-95, on va avoir 48 et 24. Hop, avec tout ce qui était là avant. On a les vrais 120 images par seconde, ça c'est cool par contre. Hop, parce que, comment dire ça, c'est normal qu'on n'ait pas... D'ailleurs, ça, c'est... Attends, c'est assez bizarre ou pas? Parce qu'on a un facteur de combien? De 120 à 24. J'utilise ma calculette. C'est exactement ce que vous devez faire. Par exemple, si vous voulez savoir combien il faut accélérer, enfin, ralentir votre format pour passer, par exemple, de 120 images par seconde à 24 sur une timeline. Donc, 120 divisé par 24... Oui, voilà, on est sur du facteur 5. Donc ce que ça veut dire, c'est que si on est sur première qui met du pourcentage de vitesse, eh ben on serait à 20% pour retourner en 24 images par seconde lorsqu'on est en 120, ce qui est plutôt pas mal au final. Mais lui, il va pas avoir de 240 images par seconde en HD, ce qui est un petit peu dommage par contre de ce côté-là. Après, on a la version MP4. Qui vont être là, qui sont un petit peu plus limités pour le coup. Il me semble, ouais. Et après on a le ProRes, donc on va regarder ça, ce qui peut être un peu plus intéressant pour certaines personnes, puisque si vous avez besoin d'avoir cette flexibilité, comment dire ça, en post-prod, parce que c'est encore le codec qui est le plus facile à lire sur n'importe quel logiciel qui le lit, pas forcément DaVinci, s'il faut un plugin, mais ça marche pas de base. Donc là on a des gros codecs et on n'a pas de de ProRes LT, mais bon les débits du 4.2.2 se rapprochent au final de ce que ferait du LT, mais bon ce serait quand même bien d'avoir une version à 500 mégabits par seconde. Parce que ce serait quand même beaucoup plus facile en termes de montage que d'avoir du All-Intra tout simple, même s'il marche très très bien sur par exemple mon S5 Mark II X. Donc du coup voilà, c'est que de l'enregistrement sur USB SSD, donc voilà, c'est dit dès le début. Voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là, à part lorsqu'on est en 1080p, puisqu'on passe
en dessous des 600 mégabits, c'est 700 mégabits par seconde sur une carte SD, 720 exactement, sur la norme V90. Donc vous le multipliez par 8 et vous obtenez ce que ça donne en comment dire ça, mégabits par seconde. Donc c'est assez simple de ce côté-là. Et donc du coup, voilà, vous allez avoir tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Et donc voilà pour le ProRes. Moi, je trouve ça quand même intéressant le ProRes, mais le problème c'est que il y a toujours, comment dire ça, c'est toujours à peser dans la balance, surtout maintenant avec l'H265, 6.5, c'est de savoir si vous avez un ordi qui calcule rapidement, mais que vous n'avez pas forcément beaucoup de disques, contre avoir forcément beaucoup d'espace disque et que ça quand même fasse du mal à l'ordi, parce que des fois avoir beaucoup de fichiers dans son logiciel de montage, ça demande quand même aussi au processeur de beaucoup travailler. Donc au final il faut quand même une machine de haut niveau avec du ProRes et en plus avoir du disque, contre de l'H265 où aujourd'hui c'est lu très très bien par des grosses machines, mais ça prend beaucoup moins de place. Donc voilà, c'est un dilemme qui, à mon avis, comment dire ça, le H265 s'est amené à, comment dire ça, à grandement changer la domination du ProRes, à part si le ProRes arrive à faire un, comment dire ça, un codec, enfin arrive à utiliser le codec H265, X265 dans sa matrice, qui serait intéressant puisque ça reste de l'H264 en .mov. Donc à savoir si le MOV adaptera le H265. Ah bah d'ailleurs si, puisque le MOV, je suis totalement con, puisque comme on le voit ici, il y a du H265. Donc si le ProRes passera en H265, un jour ça pourrait être intéressant, mais si ça reste en H264, puisque ce qui est intéressant avec l'H265, si vous ne le savez pas, c'est que là, le niveau de bruit avec la compression supérieure est meilleur que tout ce qui se fait en X264, je devrais dire X265 et X264. Et puis voilà, donc on va continuer là-dessus. Voilà, en slow and quick, en lent et rapide, je crois qu'on va pouvoir, si je ne me trompe pas, on n'a pas accès aux sorties maximum, alors 4K, sortie, voilà, c'est là où ça doit différer, voilà, si, en Full HD, on est capable, comme sur le GH6, donc il a toutes les fonctions du GH6, voilà, c'est terminé. Vraiment très 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 intéressant ce boîtier pour le coup, même si je trouve qu'il coûte quand même un petit peu cher. Et ben on a les 300 images par seconde en SNQ, donc ce qui permet de faire des choses vraiment pas mal au final en ralenti, même si c'est que du 1080p. Ça reste quand même beaucoup mieux que ce que fait le S5 Mark II X ou le S5 Mark II, qui ne sont qu'en 180 images par seconde maximum lorsque vous êtes en SNQ en 1080. Voilà. Et je le rappelle, 60p lorsqu'on est en 4K, alors que lui, il va jusqu'à 120 images par seconde. Et donc, il va être temps de finir. Donc voilà, il y a l'enregistrement sur le USB-C SD, mais je l'ai déjà dit. Ce que va vous voir aussi d'intéressant par rapport au GH6, le G9 Mark II, c'est qu'il reprend le boîtier du S5 Mark II, j'y arrive. Donc c'est moins bon en carte, mais c'est meilleur pour ce qui est du viseur. Donc j'espère qu'ils n'ont pas fait la bêtise de... voilà, ils ont gardé le viseur du S5 Mark II avec le dégagement oculaire, ce qui est assez marrant, puisque en fait ils avaient fait enfin, le dégagement du viseur, pas le dégagement oculaire, le dégagement du viseur pour le ventilateur, alors qu'il n'y a plus le ventilateur dans celui-là, mais ils ont quand même gardé le boîtier. Donc on est sur quelque chose de vraiment très intéressant de ce côté-là, avec un grossissement de 0,80. Comme je le dis, c'est ce que fait un viseur de 7.4 qui est en train de me filmer ici. Sauf que le viseur étant plus loin, c'est vraiment un des viseurs les plus agréables que j'ai jamais utilisé. Donc voilà, il va à 120 et 60 images par seconde. Après, en termes de fluidité, enfin, ce qui est intéressant avec le viseur, c'est qu'en termes de qualité, il reste très très bon, mais en termes de fluidité, c'est pas du tout le meilleur. Mais bon, voilà, si vous êtes un adepte de Panasonic, ce sera vraiment très très bien. La résolution est vraiment très très bonne. Et moi, ce que j'adore sur ce viseur Panasonic, c'est lorsque vous êtes en train, comment dire ça, de visualiser une image, le zoom est vraiment très qualitatif. Même, je suis sûr que c'est pratiquement plus qualitatif que lorsque vous regardez vraiment votre image sur votre ordi, mais ça vous permet de bien voir comment, par exemple en photo, en vidéo c'est pas vraiment très utile, si votre photo est nette. Donc ce qui est marrant, c'est que sur l'écran ils mettent champ de vision 100%, donc bien évidemment comme c'est des viseurs électroniques, ça prend ce que voit le capteur, et donc c'est 100%.
Donc on a un capteur, un écran arrière qui est vraiment plutôt intéressant, aussi de 1,84 million de points. Hop, mise au point, donc voilà, c'est le nouveau système AF de détection de phase plus de contraste, et apparemment il a évolué depuis le S5 Mark II, donc à voir. Il est intéressant, à part que j'ai noté quelques petits problèmes que je n'ai pas dit d'ailleurs dans le test vilain, c'est que il marche très très bien en continu, mais il a un petit défaut à dire que normalement en continu, vous pouvez activer un mode qui est prendre la photo même si c'est pas vraiment net. Vous l'avez dans l'appareil photo, mais ça ne fonctionne que en mode suivi. Si vous mettez juste une zone ou un collimateur, eh ben, il va attendre que ce soit mis au point forcément pour faire la photo, sachant que l'appareil photo n'est pas forcément très très sensible dans le noir, enfin dans les zones sombres, c'est un petit peu compliqué. Il arrive à se rapprocher très très proche, voire avoir la chose nette, mais il veut pas prendre la photo parce qu'il considère que c'est pas mis au point, donc c'est un petit défaut quelque part, et le suivi lui aussi est pas très sensible, donc le problème c'est que des fois il faudra réussir à juste mettre le mode manuel à un moment pour pouvoir prendre la photo, ce qui est possible, mais voilà. Sinon l'autofocus est vraiment très très bien, je le placerai en niveau, comment dire ça, sans détection, meilleur que par exemple le Canon, donc c'est quelque chose de plutôt pas mal de ce côté-là, et surtout en vidéo, toutes les ouvertures sont disponibles, et l'autofocus se fait plutôt bien, à part quelques petites erreurs d'algorithme qui font que des fois le boîtier arrête la mise au point. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec les Panasonic, c'est que si vous avez des problèmes d'autofocus, eh ben, il arrête de faire la mise au point. Il ne va pas essayer de vous ruiner votre vidéo en essayant, comme ce que fait Canon souvent, de chercher le point de focus. Là, il s'arrête, et c'est vous qui, avec le bouton autofocus, pouvez revenir sur la mise au point si vous voulez risquer ça, ou sinon vous replanifiez votre scène. Voilà. Vous avez aussi la bague de contrôle comme d'habitude chez Panasonic qui vous permet de régler les degrés, le non linéaire ou linéaire. Disons que c'est assez intéressant de ce côté-là. Je vais arrêter de dire c'est assez intéressant. Donc après, il n'y a que ce qui va être nombre d'ISO, tout ça. Donc voilà, comme on est sur un capteur micro 4 tiers, bien évidemment, on aura des ISO qui sont assez limités. Et en Vlog aussi, en Vlog sur le S5 Mark II, hein, je le rappelle, c'est 51 200 ISO, ce qui n'est pas du tout la même chose ici. Oui. Tac, 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 donc voilà. Hop. Je regarde un peu le reste, hein, si c'est vraiment important de vous en parler ou non. Donc il y a toujours cette stabilisation Panasonic qui risque d'être vraiment géniale s'ils ont le même algorithme que ce qu'ils ont fait sur le S5 Mark II, sachant que le capteur est plus petit, donc ce sera forcément meilleur. Hop, obturateur plan focal, on a un obturateur qui va jusqu'à un 8 millième de seconde, donc c'est vraiment un obturateur, comment dire ça, classique. Et par là, je veux dire pas bas de gamme. Donc voilà, en mode de vitesse d'obturation mécanique, on va jusqu'à 14 images par seconde, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Hop, et en électronique, voilà, on va avoir des choses plutôt pas mal. Donc en AFC, on a jusqu'à 60 images par seconde. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez cool. Alors par contre, c'est exactement la même chose qu'un S5 Mark II en termes de façon de, comment dire ça, de processing de l'image. Si vous faites du RAW non compressé, d'ailleurs je crois qu'il y a un RAW compressé aussi là-dessus, de ce que j'avais vu, ce qui n'est pas le cas forcément sur un S5 Mark II. Hop, on va revenir ici. C'était là. Voilà, on a du RAW standard. Non, c'est les qualités JPEG. Donc on a toujours que du RAW non compressé là-dessus, ce qui est un petit peu dommage, surtout pour la rafale. Est-ce que je vais retourner dessus facilement? J'étais où? Voilà, ici. Parce que en fait, le buffer est bien. Enfin, le buffer. La place que vous avez dans le buffer est pas mal. Par contre, comment dire ça, ce qui est vraiment le buffer, donc récupérer de l'espace dans l'appareil photo et calculer et écrire sur les cartes, c'est pas top parce que ce sont des SD. Donc vous avez 200 images
et après 200 images, l'appareil photo mettra plus d'une minute 30 à enregistrer les photos. Hein. J'ai fait le test sur mon S5 Mark II X, ça marche comme ça. Et comme on est très très proche en termes de nombre de mégapixels, ça sera exactement la même chose sur ce G9 II. Donc faites bien attention à ça, hein, à des fois, si vous pouvez ne pas faire 200 images de suite, bon après avec 60 images par seconde, ça durera 3 secondes, donc c'est un petit peu compliqué. Un petit peu plus puisque on est à 180 en 3 secondes. Donc faites bien attention à ça. Mais vous pouvez quand même rester en 20 images par seconde. Et ce sera déjà vraiment pas mal de ce côté-là. Et donc, c'est un des intérêts quand même du G9 Mark II. C'est qu'avec le nouveau téléobjectif Leica qui fait jusqu'à 60 images par seconde, donc Leica Panasonic, puisqu'ils rentrent tous les deux dans la conception de l'objectif, donc je sais pas à quel niveau c'est un Leica, à quel niveau c'est un Panasonic, je peux juste pas vous dire de bêtises là-dessus, mais ça donne des choses en animalier qui peuvent être intéressantes, surtout en photo d'avion, parce que animalier ça sera quand même vite limité avec les ISO, mais si vous en sortez, c'est quand même pas mal, et ce sera quelque chose qui de ce côté-là sera pas très très cher pour avoir un 800 mm et des capacités comme ça avec 20 images par seconde, mais ça reste un capteur micro 4 tiers. Donc en termes de bokeh et de dynamique, ce sera quand même bien moins bon. Donc voilà, il faudra juste prendre ça en compte. Et donc voilà, nombre d'images enregistrables, voilà, c'est plus de 160. Donc ce qui est quand même limite, voilà, RAW, c'est 200 images, comme je l'avais dit, jusqu'à ce que... des... Classe 3... classe 3 ça veut dire... Alors ça veut dire que c'est censé faire plus de 200 images, donc ce qui est sûrement le cas. Parce que je sais pas comment ils font. En fait, voilà, c'est ça le principe de chez Panasonic, c'est que l'appareil photo est capable de prendre 200 images, quoi qu'il se passe avec la carte qui est derrière, mais après ce sera l'enregistrement qui sera vraiment impacté, parce que une classe 3, ça se trouve très très rarement. C'est même pas une V30, hein, pour vous dire, c'est même pas une carte qui vaut une UHS-2 classe 3. Ah, une UHS-2. Alors, attends, UHS2, UHS Speed. C'est marrant parce que les UHS2 classe 3, ça n'existe pas. Enfin bref. Parce que normalement, les UHS2, c'est limite, c'est un minimum classe 10. Donc je sais pas comment ils ont fait. Ou voilà, si, voilà, UHS. Parce que c'est bizarre d'avoir mis UHS2 et UHS Speed classe 3. Alors qu'il n'y a qu'un seul rapport d'images. Enfin, un seul nombre d'images. Je ne comprends pas, parce que une UHS classe 3, ça date, hein, ça date de très très... J'avais ça sur mon 6D. Et ça va pas très vite. Hein. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore des choses assez intéressantes à dire? On a tout, comme je vous l'ai dit, on a tout ce qu'il y a sur le S5 Mark II. Donc est-ce que je dois vous dire que vous avez un mode LUT en temps réel qui vous permet, par exemple, si vous faites du live stream, d'avoir directement votre vlog et un LUT que vous avez fait personnellement pour que ce soit beaucoup plus facile si vous avez l'habitude de filmer en vlog. Donc c'est ici. Hop. Vous avez ça ici. Vous avez du timelapse. Du timelapse qui peut être donc animation stop motion qui peut être généré directement. Alors c'est assez marrant parce qu'on a timelapse. On a SNQ, donc qui est du stop motion hein, au final, mais de l'hyperlapse. Mais on a aussi le timelapse qui peut être fait directement en animation. Voilà. On a les niveaux de luminance. Alors si vous êtes en 10 bits, voilà, vous allez voir, ça change. Donc usuellement, hein, c'est... comment dire ça ? Ce qui va être utilisé, c'est, je crois, le 16235, par exemple, sur beaucoup de vidéos, mais voilà, ça dépend. Surtout, par exemple, si vous êtes en vlog, vous êtes tout le temps sur 1023, pardon, et c'est quand vous repassez en 8 bits lorsque vous faites votre, comment dire ça, votre export, vous allez même pas, je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de logiciels qui vous donnent l'option de faire ça, mais c'est, par exemple, les smartphones acceptent beaucoup moins d'avoir un niveau à 0 dans les noirs, parce que ça donne plus de profondeur, mais ça donne plus d'artefacts. Mais voilà, je ne sais pas si c'est intéressant pour vous de savoir ça. Donc on a des modes HLG. On a voilà, le Disquiz anamorphique pour pouvoir voir votre anamorphique lorsque vous êtes dans le mode 4 tiers que vous voulez. Qui est ici. Donc ce qui est dommage, même si ça reste l'appareil photo ou une des caméras,
parce qu'il y a d'autres caméras qui le font pas, qui a des squeezes assez intéressants, sauf que ce serait bien d'avoir la possibilité de le régler soi-même. Donc parce que là on a que 1.5, 1.8, il y a des 1.6 aussi. Mais bon voilà, on a déjà ça ici. Hop, on a le contrôle du genou. Alors ce qui est marrant, c'est que chez Sony, le genou, on peut le contrôler dans n'importe quel mode, mais ce que je fais jamais. Le genou, c'est, comment dire ça, l'espèce de différence qu'on va avoir dans les hautes lumières, donc la douceur que va prendre vos hautes lumières souvent. Ce qui est un paramètre très peu utilisé. Il y en a qui doivent le faire, mais ça doit être vraiment dans des scènes très très complexes où on a besoin d'adoucir pour pas avoir des blancs vraiment trop cramés, quand on est obligé notamment de le faire. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de choses. Là, c'est tout ce qu'on peut faire en termes d'opérations personnalisées. Donc je vais passer ça, parce que la vidéo fait déjà... je sais pas, puisque j'ai recommencé à enregistrer, mais elle doit faire un petit moment, oui. Tac, tac, tac. Donc je vais pas vous dire à chaque fois tout ce qu'il y a d'intéressant. Le mec qui dit ça, il va dire. Parce qu'on peut alimenter, on peut choisir de dire à l'appareil photo d'alimenter son jack ou pas. Donc faites bien attention, hein, si par exemple vous avez des micros qui s'alimentent par l'appareil photo et que c'est pas alimenté par votre Lumix, c'est probablement parce que l'option n'est pas mise. Si vous en achetez un par exemple d'occasion, ce qui n'est pas forcément le cas ici, puisque c'est juste bon à l'intérieur. Donc c'est vraiment complet, hein. Il y a même l'autonomie de la batterie et tout ça, hein, qui sera la même que sur le S5 II, donc la BLK 22. Il y a même les remarques sur les vidéos, donc voilà, je vous conseille quand même d'aller voir ça si vous êtes intéressé. Tac, tac. Un nouveau fichier sera créé tous les... Ah, c'est marrant. Ah, en mauve, 800 mégabits par seconde, c'est 640 gigas. Parce qu'il fractionne les fichiers. D'ailleurs, vous pouvez lui demander de le faire si vous êtes intéressé. Je vois pas à quoi ça peut servir. Mais il y a vraiment Lumix qui s'est amusé à enregistrer pendant... alors, je suis sûr que c'est du théorique, mais ce serait marrant qu'ils soient amusés à enregistrer 640 gigas. Remarque, ça va vite, hein, au final, avec... Je réfléchis en même temps. 640 gigas en 800 mégabits par seconde, c'est quand même assez rapide au final, hein. Donc ça veut dire que... Et il ne l'indique pas en ProRes. Ah si, en ProRes, 640 Go. Donc ça va très très vite. C'est marrant. Qui fait ça? Ah, donc c'est en continu, sauf que... après 640 Go, ce qui est assez énorme, il va faire un nouveau fichier. Donc oui, ça doit être un truc où il faut faire attention. Juste parce que moi je fais des tests de surchauffe, donc si j'utilisais le USB SSD, il faudrait que je vois que j'ai plusieurs fichiers. Donc après on peut directement formater. Donc... Ne m'écoutez pas quand je dis ça. Et puis, voilà. Donc c'est intéressant qu'ils aient mis ça. Je crois qu'il n'avait pas indiqué sur le S5 Mark II-X. Mais bon, voilà. Voilà. Ce qui est du G9 Mark II. Donc ça reste quand même, pour un appareil photo micro 4 tiers, un appareil photo qui va être vraiment... Enfin, plutôt un hybride, plutôt spécialisé vidéo, parce que pour faire de la photo, ça reste intéressant, mais je pense que en termes d'animalier, ce sera plus intéressant pour faire de la vidéo, même si ce sera quand même limité en termes de luminosité, parce que je vous le rappelle qu'en Vlog, c'est limité à 25600 ISO, donc 2 fois moins, enfin un stop d'ISO de moins que, ce qui est plutôt pas mal, hein, déjà, que le S5 Mark II et Mark II-X. Mais voilà, ça reste quand même un appareil photo intéressant qui est quand même assez cher, mais qui va avoir la contrepartie d'avoir des optiques vraiment plutôt pas mal, la possibilité d'enregistrer sur l'USB SSD, cet autofocus de phase, cette rafale jusqu'à 60 images par seconde en autofocus continu. Je parle pas de la 75 puisque c'est plus de l'autofocus continu, donc à quoi bon en AFC, en AFS? Comment vous pouvez faire de la rafale? Ça ne sert absolument à rien. Et puis voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que j'ai déjà bien assez parlé du boîtier. Il est vachement, comment dire ça, c'est à la fois un GH6 pour tout ce qu'il y avait d'intéressant jusqu'aux 300 images par seconde en SNQ, donc 240 images par seconde en, comment dire, normal. Donc voilà, vous filmez et c'est vous qui, en post-prod, ralentissez le temps.
en 1080p et 120 images par seconde dans le format 4 tiers, full du capteur, puisque c'est pas un plein format, c'est un micro 4 tiers. Ce qui est plutôt intéressant au final, avec normalement les capacités autofocus. J'ai pas entendu de test dire qu'il y avait une baisse de l'autofocus. D'ailleurs, ce que beaucoup de gens ne disent pas, c'est que même sur le S5 Mark II X, l'autofocus a été amélioré en 1080p, donc c'est bien mieux qu'avant. Mais voilà, ça reste un appareil photo qui, si vous voulez 300 images par seconde ou 240 images par seconde en HD en normal et 120 images par seconde en 4K, le 5,8K OpenGate 4 tiers, avec, toujours le Vlog. Certes, ce sera jamais en all intra, mais voilà, c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal. Après, il y a bien évidemment ce que je vous ai dit, les conditions, c'est que le 120 images par seconde a besoin pour marcher de, d'avoir l'adaptateur. Je ne sais pas si ça marche, il faut avoir une demi-batterie et l'adaptateur secteur, je ne sais pas si ça marche avec d'autres moyens d'alimenter, je ne sais pas si ça marche avec une demi-batterie sur une batterie externe, donc voilà, il faudrait tester ça. Mais voilà, il y a quand même quelques limites là-dessus que je connaissais pas forcément au au GH6. Alors peut-être qu'elles étaient déjà là, mais en SNQ, vous pouvez quand même faire le 300 images par seconde. Après, je pense que l'autofocus est pas très très bon chez Panasonic dans ce cas-là. Mais moi, je vais vous laisser là-dessus. Un très bon petit appareil photo, mais qui apparemment plaît pas à grand monde, parce que apparemment les précommandes sont pas très très bonnes dessus. Bon, après, je pense que c'est un produit pour faire voir le futur de Panasonic en micro 4 tiers et même dans leur plein format. Donc c'est toujours bon à prendre au final. Et donc moi, je vais vous laisser là-dessus et vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.